Bienvenue à toutes et à tous, heureux de vous retrouver sur le débat du 12-15 sur Gabon 24. Vous le savez, le 20 mars, un drame est survenu sur la plateforme Bakuna de l'entreprise Perenco au large de Mayumba. 4 personnes y ont perdu la vie, une a été blessée et une autre est toujours portée disparue. Quelles sont les conditions de sécurité sur une plateforme pétrolière? C'est le thème du débat du 12-15. Et pour en parler, nous recevons M. Adrien Vanxi Tati. Il est ingénieur des mines et du pétrole en chef, diplômé de 3e cycle en Petroleum Management de l'Université d'Oxford en Angleterre. Il est expert pétrolier. Monsieur, bonjour et merci d'avoir accepté l'invitation de Gabon 24. Oui, je vous remercie très sincèrement de me donner l'opportunité de m'exprimer sur la question. Donc, je remercie votre antenne de me donner cette opportunité d'être là. Alors, parlons de sécurité, Monsieur Tati. Les personnes actives sur une plateforme pétrolière sont-elles soumises à des conditions de sécurité spécifiques? Oui, il faut le dire. D'abord, il faut revenir sur le thème sécurité sur une plateforme pétrolière. Vous savez qu'une plateforme pétrolière peut abriter entre 200 et 300 personnes parfois. Et donc, la sécurité doit y être maximale. Lorsqu'on parle de sécurité sur une plateforme pétrolière, il faut savoir que cette sécurité est à peu près de même niveau, sinon même parfois plus, qu'une sécurité au sein d'une base militaire. Rien n'est laissé au hasard. Rien n'est laissé au hasard parce que les enjeux sont très énormes et comme nous le déplorons tous pour nos compatriotes qui sont décédés à la suite de ce drame, nous pouvons dire que la moindre faille, la moindre défaillance entraîne les conséquences que nous venons de voir, que nous déplorons aujourd'hui. Monsieur Tati, pouvez-vous nous dire concrètement comment se déploie la sécurité sur un site pétrolier? Pouvez-vous peut-être nous citer quelques mesures importantes à respecter sur une plateforme pétrolière? Oui, sur une plateforme pétrolière, le système de sécurité se base d'abord en amont sur la capacité des personnes qui s'y trouvent à pouvoir encadrer toutes les données nécessaires à leur sécurité. Alors, cela nécessite, notamment sur les plateformes pétrolières, une capacité énorme en matière par exemple, d'incendie, couverture des incendies, sécurité au niveau des incendies, mais également une sécurité accrue sur les différentes passerelles, de façon à ce qu'il n'y ait aucun ombrage, aucune difficulté à se mouvoir. Alors, Monsieur Tati, parlons justement un tout petit peu des causes d'un accident comme celui qui est survenu sur la plateforme Bakuna de l'entreprise Perenco. On le sait, une enquête est en cours. Nous n'allons pas préjuger des conclusions de l'enquête, mais vous qui êtes un expert, quand on est sur une plateforme de ce type, quelles peuvent être les causes d'un incendie sur ce type d'environnement? Oui, effectivement, nous allons le dire pour le déplorer, mais il faudrait d'abord qu'on se dise bien que notre exercice ici, ce n'est pas forcément d'indexer la compagnie, les opérateurs économiques de cette plateforme, notamment l'opérateur principal, industriel principal. Ce n'est pas ça notre exercice. Notre exercice, c'est de pouvoir dire des choses qui peuvent permettre pour l'avenir de ne plus retomber sur ces mêmes travers. Tout à fait, nous sommes tout à fait d'accord sur le principe, M. Tati, mais il faut quand même le reconnaître. Oui, c'est un accident déplorable. Oui, déplorable. Voilà, ce n'est pas souhaité, c'est survenu, mais il est quand même important de connaître les éléments qui ont pu entraîner à ce type de situation, justement pour éviter que cela ne se reproduise. Par exemple, un élément peut-être mineur, je ne sais pas, vous m'en direz, c'est vous le spécialiste, mais on parle aussi de problèmes de qualification. Est-ce que vous pensez que ce type d'accident peut être lié à des problèmes de qualification des acteurs sur le secteur? C'est fort possible, parce que c'est un exercice humain, et qui dit
exercice ou activité humaine nous amène forcément à jeter un regard sur la qualité des personnes, leur technicité, leur formation, etc. Mais là, à partir de ce moment, cela reviendrait à dire finalement que l'entreprise, lorsqu'elle embauche, lorsqu'elle engage certains compatriotes, a un devoir de s'assurer quand même d'un certain niveau, à minima, de connaissances, notamment sur les éléments de sécurité, la formation en matière de sécurité, parce que d'ailleurs, en nous apprenant que les personnes qui étaient sur le site n'étaient même pas embauchées directement dans cette entreprise. Il s'agissait encore là de sous-traitants. Bon, oui, il s'agissait des sous-traitants. Bon, je ne dénote de rien, mais ce qui est certain, c'est qu'on ne peut pas mettre sur une plateforme des personnes qui ne sont pas aguerries à une certaine technicité. Hein, si c'est ça, c'est une erreur majeure. Alors, sans préjuger, puisqu'il y a une enquête qui est en cours, mais sans préjuger ou même sans vouloir influencer ou orienter les décisions de cette enquête-là, les résultats de cette enquête, nous pouvons dire que, sans risque de se tromper en tout cas, que ce genre d'accident arrive lorsque quelque part il y a une négligence humaine, il y a une défaillance humaine. Parce que aujourd'hui, nous sommes au XXIe siècle, le pétrole est exploité pratiquement depuis plus d'un siècle à travers le monde. On ne peut pas comprendre en 2021 qu'il y ait ce genre d'accident. Finalement, cette négligence, comment peut-elle se traduire? Négligence humaine. Moi, je parlerais de négligence humaine, tout simplement. Et qui dit négligence humaine dit quelque part que la haute hiérarchie du groupe n'a pas tenu compte d'un certain nombre de données, n'a pas pu faire les choses comme elles devraient être faites. C'est-à-dire, vous êtes un spécialiste, pourrait ne pas avoir tenu compte d'un certain nombre de données, lesquelles par exemple? La qualité des machines en place, leur vétusté, peut-être que ce sont des vieilles machines, la formation, vous en avez parlé, du personnel appelé à manipuler ces machines, parce que apparemment c'est une explosion des chaudières. Donc ça voudrait dire qu'on a laissé passer une pression un peu trop forte, sinon trop forte, certainement pour essayer d'augmenter la production, mais cela a entraîné cette catastrophe, qui est une catastrophe. Dites-nous tout, lorsqu'on augmente la pression, il faudrait avoir effectivement un contrôle là-dessus? Mais tout à fait, parce que le contrôle, généralement à ce niveau-là, se fait sur ordinateur. Contrôle et assistance par ordinateur. Alors mais il faut dire que ce genre d'appareils sur les sites sont des appareils qu'on doit contrôler tous les jours. Tous les jours, et chaque fois qu'il y a des quarts un quart de, comment dirais-je, du personnel changeant, quand on change le personnel qui s'en va doit mettre au parfum le personnel qui arrive pour dire attention, voici ce que nous avons constaté. Parce que ce n'est pas un accident qui arrive ex nihilo comme ça. Non, c'est un accident qui provient. Il y a des signaux. Il y a des signaux qui sont là, qui avertissent que, attention, là, il y a quelque chose qui ne va pas. On doit tout arrêter et vérifier. C'est très intéressant ce que vous dites, parce que finalement, lorsqu'on regarde de près l'entreprise Perenco, elle n'est pas son premier accident de ce type. Cette entreprise a déjà fait parler d'elle ailleurs, toujours dans le cadre de ce type d'accident. Oui, malheureusement, je veux le dire vraiment pour le déplorer et que mes amis de Perenco m'en excusent, mais ça fait déjà un peu trop. Hein. Il n'y a pas longtemps, là, on parlait des cuves qui débordaient. Oui, à Port-Gentil. À Port-Gentil, c'est pas normal. Au Cap-Lopez, précisément. Au Cap-Lopez. J'ai été informé parce que j'étais là-bas du côté de Matadi, en RDC, que par le passé, il y avait eu aussi ce genre de problème. Alors, à la répétition, on a l'impression qu'il y a vraiment une négligence permanente, malheureusement. Et nous, qui sommes un peu dans le monde de l'industrie pétrolière, nous déplorons cela et nous ne pouvons demander qu'à nos amis de Perenco d'être un peu plus regardants, parce que là,
Le pire est arrivé. Voilà, nous déplorons des pertes humaines. Des pertes humaines, effectivement. Voilà, il y a eu cette explosion du réservoir du Cap Lopez. Voilà. Bon, la situation a pu être maîtrisée. Heureusement, on n'a pas déploré de pertes en vie humaine. Oui. Or là, il y a une répétition et voilà que des compatriotes en perdent la vie. Mais à côté d'une entreprise qui exploite le pétrole dans un État, et on le sait, hein, le pétrole dans notre pays contribue à plus de 60% du budget, donc on comprend l'importance de l'apport de cette entreprise quand même dans l'économie locale, mais quelque part, il y a quand même des instruments pour pouvoir mener des contrôles sur l'exercice de ce type d'activité. Est-ce que là également, cet accident finalement démontre qu'il a pu y avoir, vous le disiez à l'instant, de négligence? Oui, ce que vous dites, c'est réellement ce qui se passe. Et là aussi, nous allons le déplorer, que nous, État, enfin l'État gabonais, étant donné que ce secteur est un secteur clé de notre économie, vous avez dit 60%, c'est cela, c'est exactement cela. Il se trouve que malheureusement, l'État ne joue pas réellement son rôle de contrôleur de l'activité. Pourquoi, monsieur? Est-ce que l'État se sent faible face à la puissance économique et financière de ces entreprises? Non, l'État ne devrait pas se sentir faible parce que l'État est souverain. Et souverain et maître des matières premières exploitées dans le pays, même si cette exploitation est faite par des compagnies que j'appellerais des compagnies partenaires, étrangères mais partenaires quand même, l'État devait jouer pleinement son rôle de contrôle, d'encadrement et même d'orientation de la production pétrolière. Vu, hein, tout de suite après, les autorités de la transition, par le truchement du Premier ministre, chef du gouvernement de la transition, se sont rendus au chevet des familles, des personnes disparues. C'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose dans un premier temps, mais on pense qu'il ne faudrait pas s'arrêter là. On l'a déjà dit, il y a une enquête qui est en cours. On a entendu également des voix d'acteurs politiques de la société civile appelés donc véritablement à une enquête approfondie pour restituer les responsabilités, mais surtout pour éviter que cela ne se reproduise. Monsieur Tati, avez-vous quelques suggestions pour améliorer finalement la sécurité sur ce type de plateforme? Oui, des suggestions, oui. Bon, d'abord, je voudrais remercier les autorités de notre pays, au premier chef desquels le président de la République, à travers son gouvernement, le gouvernement du CTRI et son premier ministre, d'avoir fait ce geste fraternel, amical, en se rendant auprès des familles éplorées, endeuillées, et que peut-être nous souhaitons que l'État fasse quand même quelque chose pour ces gens-là, mais en indexant bien le rôle, les obligations de la société pétrolière. Maintenant, quelles sont les voies à explorer et à mettre en exploitation pour éviter dans le futur ce genre de catastrophe où des vies humaines sont en danger, où ce qu'on déplore des pertes humaines, c'est pas bien. Quelles sont les voies? En d'autres lieux qu'ici et en d'autres circonstances, j'avais proposé que l'État s'implique, que l'État s'implique fortement dans les activités, non seulement pétrolières, mais minières également, parce que ce sont là les bases de nos références économiques et industrielles. Quand vous parlez d'implication, est-ce que vous pensez, par exemple, au rachat d'Assala Énergie qui a été fait récemment, à l'implication dans ce sens ou dans un autre? Non, le rachat d'Assala participe à cela, mais c'est beaucoup plus que ça doit être. C'est-à-dire que nous avons une société pétrolière nationale. Moi, je pense qu'il faut renforcer les capacités de cette société pétrolière nationale de façon à ce qu'à un moment donné, mais j'espère dans un court temps, un temps très court, que nous puissions, nous, avoir la maîtrise et le contrôle de notre production, de nos différentes productions, qu'elles soient minières ou pétrolières. Parce que le fait de toujours laisser les autres faire à notre place, les autres sont là
pour faire du business, hein, il faut se le dire, il ne faut pas hésiter, c'est ça la réalité. Et qui dit business, dit recherche effrénée des profits. En minimisant les coûts. En minimisant les coûts. Et laquelle attitude entraîne ce que nous déplorons aujourd'hui? Nous déplorons justement, on l'a dit, la principale conséquence, c'est cette perte en vie humaine. Mais à côté de cela, il peut y avoir également des conséquences sur le plan économique. Quelles peuvent être Mais tout à fait. Lorsque une plateforme comme celle-là, je ne sais pas si la production a été arrêtée ou bien s'ils ont très vite repris la production, mais vous savez, Perenco, c'est pratiquement le premier producteur dans le pays. Hein. Lorsque Perenco fait une seule journée sans produire, cela a des conséquences forcément économiques. Forcément. Les pertes sont très énormes. Hein, très énormes. Donc, il faudrait qu'on fasse tout pour éviter ça. Mais je voudrais revenir, si vous voulez bien me l'accorder, sur quelque chose de très important, c'est la formation. Vous m'entendez parler, je parle de ces choses-là avec beaucoup d'aisance. C'est parce que je pense que j'ai quand même eu la chance d'avoir été bien formé, que ce soit dans les différentes écoles où je suis passé, que ce soit à travers les expériences dans le monde du travail. Tout ça concourt à la formation de quelqu'un. Il faut renforcer la formation. Il faut renforcer la formation. Mettre en place des instituts de formation spécialisés. Oui, les instituts, bon, il y en a, mais il faut soutenir ces institutions-là de façon à ce que les enfants soient bien formés. Mais j'insiste que ce ne soit pas seulement dans le pétrole, mais dans tous les domaines, et notamment dans les domaines miniers et pétroliers. Les conséquences, on le sait, le Gabon se veut être un État leader dans la protection de l'environnement, mais ce type d'accident peut également avoir des conséquences sur le plan environnemental. Tout à fait, tout à fait. Bon, là, je n'ai pas l'information quant à savoir s'il y a eu des fuites d'huile. Hein, je n'ai pas cette information, mais généralement, lorsqu'il y a des fuites, effectivement, l'environnement est touché. Hein? On attend les conclusions de l'enquête pour nous donner toutes ces précisions. Mais déjà, on peut quand même s'inquiéter de ce que par le passé, on a vu des fuites de pétrole dans la zone de l'Ogooué maritime. Tout à fait, qui partait même jusqu'au Moyen-Ogooué, sur le fleuve Ogooué. Donc, on trouvait des poissons morts un peu partout. Et lorsqu'on est face à cette situation, comment on fait pour la résoudre? Ben, on appelle d'abord à la responsabilité des auteurs, ça c'est une chose, mais je suis aussi pour qu'on puisse vraiment faire une rélecture de notre code pétrolier, code minier, pour bien stigmatiser ces questions-là lorsqu'il y a des catastrophes comme ça. La société ou les sociétés opératrices doivent prendre leurs responsabilités, et l'État qui est gardien de la nation, qui est gardien de la vie en société dans notre pays, doit être très regardant. Oui, parce qu'il peut également y avoir des conséquences sur la santé publique. Tout à fait, parce que ce sont quand même des produits de haute pollution. Tout à fait. Hein. Il y a du soufre là-dedans, il y a beaucoup de choses, il y a des polluants de très haut niveau. Donc, il faut faire très attention. Donc, État, entreprise, avec le concours également de certains spécialistes en la matière pour apporter des solutions de façon concrète. On l'a entendu, vous l'avez survolé, mais de façon concrète et pratique. Quelles sont les solutions qu'il faut apporter aujourd'hui pour limiter ce type d'accident ou pour les éradiquer totalement? La solution la plus immédiate, c'est de mettre en place un encadrement ferme, pointu, de toute l'activité pétrolière et minière dans le pays. Qu'est-ce qu'on entend par là, un encadrement? Un encadrement, c'est-à-dire qu'il faut mettre en place des lois, mais non seulement des lois, mais également des organismes. Dernièrement, vous avez suivi un communiqué du CTRI où on disait qu'on mettait en place un groupe qui se chargerait de l'inspection ou des inspections des sociétés, enfin de l'activité pétrolière à travers le pays. Mais il faut aller plus loin que ça, c'est-à-dire... Aller plus loin signifie quoi? Revoir quelques éléments du code minier, par exemple? Revoir les éléments du code minier, mais surtout aussi du code pétrolier, ces deux codes-là, mettre en place des organismes à charge pour elles
pour eux de suivre toute l'activité pétrolière, en amont comme en aval. Même nos contrats pétroliers, il faut les revoir. La façon dont nous négocions nos contrats, il y a beaucoup de vides, beaucoup de non-dits. Notre code pétrolier, c'est un code, il faut le dire, il ne faut pas avoir honte de le dire, parce que moi, malheureusement, j'ai aussi participé à ça. C'est un code léonien qui donne tout aux sociétés et qui ne donne rien à l'État. Qui donne tout aux sociétés, qui ne donne rien à l'État. Là, par exemple, on est face à un accident, on le rappelle, hein, même si, vous l'avez dit, il peut y avoir plusieurs facteurs expliquent finalement un accident. Il peut s'agir donc de négligence humaine. Il peut s'agir de négligence comme il peut s'agir de sabotage. De sabotage, il ne faut pas avoir peur de le dire. Oui, ça, il peut bon, s'agir je de ne pense pas que nous en sommes là, mais voilà. bon. Ce sont des pistes. Ça va dans tous les sens. Hein, voilà, ce sont des pistes de réflexion. L'enquête, nous le rappelons, qui est en cours, dira toute sa vérité là-dessus. Mais quand on parle également de réécrire notre code minier, est-ce que cela ne ferait pas fuir aussi les investisseurs? Non. C'est nous qui pensons comme ça. C'est nous qui pensons comme ça. Et c'est pour cela que nous avons placer à l'intérieur de ce code des choses qui ne devaient pas être, parce qu'en se disant, on va mettre en place un code attractif, un code flexible, et de cette attractivité, de cette flexibilité, on a tout donné aux sociétés. Alors que il faut revenir là-dessus. Les normes voudraient quand même qu'on soit dans une situation de gagnant-gagnant. De gagnant-gagnant. Et puis nous sommes souverains, ce sont nos richesses. Parce que je voudrais vous expliquer quelque chose. Il faut savoir, il faut qu'on le sache, que la richesse d'un projet, qu'il soit minier, pétrolier, ce n'est pas les dollars ou la technicité que les partenaires amènent. C'est le produit minéral qui se trouve sous terre ou sur terre, donc qui est le nôtre, ce sont nos produits à nous, ce sont nos richesses à nous. C'est ça qui fait la richesse du projet, c'est ça qui fait que les partenaires viennent. C'est la richesse donc du produit minéral qui fait véritablement qui fait le projet, qui fait la richesse du projet. Voilà. Et c'est nous qui en sommes détenteurs. Donc, c'est nous qui devons également être plus regardants sur les conditions d'exploitation de ce minéral. Plus regardants et plus gagnants. Merci infiniment, Monsieur Adrien Vanxi-Tati, d'être passé et de nous avoir apporté tous ces éclairages. Nous rappelons que nous discutions des conditions de sécurité sur une plateforme sécuritaire. C'est la fin du débat du 12-15 et nos programmes se poursuivent sur Gabon 24. Je vous remercie beaucoup.